Je vous retrouve une fois de plus dans le cadre de votre émission Décrypte Éco. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission 4 sujets au centre de cette émission. On va parler de l'État congolais qui a accepté de prendre en charge les entreprises qui se trouvent dans des zones occupées par le M23 et l'AFC. Mes invités vont donc donner leur voix en rapport avec cette situation. Et puis nous allons parler de ces principaux engagements issus de la déclaration de principe signée à Washington le 25 avril entre la RDC et le Rwanda. Le point d'ailleurs qui pose problème ou qui fait débat, c'est le point 3. On va donc s'atteler là. On va également évoquer cette requête déposée au Sénat pour la levée des immunités de l'ex-président Joseph Kabila. Et puis pour chuter, on va également parler de ces sujets de Boukengalonzo. Comme vous le savez, le ministère public a requis 20 ans de prison pour le sénateur, pour le député. Voilà, il est maintenant député. Pour les députés Matata Pono. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission. Je ne serai pas seul. Je suis avec Émile Kassanga Lopepe. C'est pas pour lui la première fois. Il a déjà répondu à l'invitation de Décrypte Éco. Aujourd'hui encore, il a accepté. Nous lui disons merci, Émile, pour cela. Très heureux de vous retrouver et de retrouver également Tony. Je suis très content d'être là pour éclairer aussi l'opinion des téléspectateurs qui nous regardent un peu partout à notre passage à la télévision. Donc ce n'est pas en vain qu'on est venu là. Nous sommes venus contribuer à ce que nous connaissons par rapport à tout ce qui se passe à travers notre pays. L'actualité oblige. Voilà. Face à lui, Tony Antoine Dibendila. Merci Tony Antoine d'être toujours dispo. Oui, c'est un plaisir pour moi également de prendre part à ces programmes Décrypte Éco. Vous savez, avec l'évolution de la situation sur les terrains, à la fois sur les plans sécuritaires, politiques et économiques, surtout, nous sommes obligés d'éclairer l'opinion publique ici et également d'apporter les éléments d'éclaircissement autour des différents débats et polémiques aujourd'hui alimentés dans les médias ou dans les réseaux, ainsi de suite. Donc voilà. Avant d'explorer les 4 sujets énumérés, on va d'abord vous informer que le chef des divisions de services administratifs de l'inspection générale de finances et d'autres structures publiques ont, le mercredi 30 avril, bénéficié d'une séance de renforcement de capacité. Vous avez donc compris, il s'agit bel et bien de ceux-là qui sont sous l'égide de monsieur l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete Ekei. C'est monsieur qui travaille, cet homme qui travaille en tout cas pour le bien-être de la population, mais surtout pour que les richesses de la République démocratique du Congo soient partagées à toute la population, quel que soit votre niveau. Et puis, on va vous apprendre en séjour, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka, en séjour à Rome, a donc rendu hommage au souverain pontife. Lors de cette visite historique, elle a évoqué l'engagement du pape François en faveur de peuples opprimés et a rappelé son appel à la communauté internationale pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une messe a même été dite pour cette cause, ainsi que pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Coup de chapeau à cette femme en tout cas qui travaille, qui fait la fierté de la femme lorsque nous réclamons la parité. Elle est parmi ceux-là qui font la fierté justement de la femme au sein de cette institution. On revient à nos moutons. Voilà. Tony Antoine Dibendila, l'État congolais qui accepte de prendre en charge les entreprises qui se trouvent dans les zones occupées par le M23. D'après vous, comment l'État doit s'y prendre justement pour mener à bon port ce qu'il a accepté? Je commence par souligner le fait que c'est tout à fait logique. C'est logique. Certains territoires de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui occupés par les forces hostiles à l'État congolais, c'est-à-dire l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC. Et donc, la conséquence directe, c'est que l'activité économique
ou encore le fonctionnement de certaines entreprises sont affectés. Ça, voilà, les entreprises sont affectées, leur fonctionnement paralysé, et donc c'est tout à fait normal que l'État congolais, et je rappelle que c'est sur demande de la Fédération des entreprises du Congo, son président, la FEC, et les gouvernements estiment que prendre en charge ces entreprises rentre également dans ses prérogatives, parce qu'il faudrait éviter, ils rencontrent beaucoup de difficultés dans la pratique, et donc s'il faut qu'il y ait encore des contraintes fiscales, ça sera assez compliqué. Et donc, pour revenir sur la question, comment est-ce que l'État peut s'y prendre, moi j'ai suivi le président de la FEC qui a dit qu'il y aura vraiment, en fait c'est la promesse de la Première ministre, qu'il y aura allègement fiscal, c'est-à-dire des charges fiscales qui doivent peser sur les épaules de ces entreprises seront allégées par l'État congolais, mais nous savons déjà qu'à l'état actuel, ces territoires sont occupés, c'est-à-dire administrés par les mouvements armés M23 FC et ses partenaires du Rwanda, et donc je crois que ça pourra se faire, mais pas dans l'immédiat, parce que de toutes les façons, cette occupation va prendre fin. L'occupation va prendre fin, l'État congolais va reprendre ses droits. Je crois qu'à ce moment-là, cet allègement pourra prendre effet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans un contexte où la justice n'existe pas, où les services de l'État habilités n'arrivent pas à fonctionner dans les zones occupées, on croit qu'il y a des entreprises qui fonctionnent difficilement, qui payent des taxes. On sait que les taxes là seront exagérées. Généralement, c'est comme ça que fonctionnent les mouvements armés comme les M23, parce qu'ils veulent se faire de l'argent, et donc on sait que ces entreprises-là seront coincées. Et donc on espère que une fois cette occupation prend fin, l'État congolais reprend en son rôle en termes de gestion de ces territoires aujourd'hui occupés. Nous pensons que ces allègements pourraient prendre effet. Émile Kassangalopette, nous pensons que ces allègements pourraient prendre effet, mais nous savons que dans de telles situations, les activités économiques sont d'ailleurs paralysées. C'est ce qui arrive, ce que vivent nos frères de l'autre côté. Ces entreprises, nous pensons, nous estimons qu'ils sont également essoufflés financièrement aujourd'hui, puisqu'ils sont sous occupation. S'il faut, aujourd'hui, on parle de l'allègement, des allègements fiscaux, mais s'il faut que l'État subventionne ces entreprises, essayons un peu de réfléchir comment cela pourrait se passer. En fait, c'est un peu compliqué. Moi, je me demande comment est-ce que l'État congolais pouvait accepter une telle chose, dans la mesure où l'État congolais n'a pas la situation en main de tout ce qui se passe à travers les provinces occupées par les rebelles. Donc ça serait un peu compliqué, parce que dernièrement, nous avons quand même suivi la préoccupation de la Fédération des entreprises du Congo, qui est en train de déplorer la manière dont les choses sont en train de se passer de l'autre côté. Parmi les faits préoccupants enregistrés dans le secteur privé dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous avez suivi, on avait noté les entraves à la libre circulation du personnel, d'abord le personnel, de biens et de services. Il y a des restrictions qui perturbent gravement les activités des entreprises à des différentes échelles. Mais comment est-ce qu'un gouvernement qui n'a pas la même mise sur le terrain peut arriver à aider ces entreprises qui sont là? Moi, je pense que c'est vraiment une utopie. Hein? C'est une utopie, parce que tout de l'autre côté, c'est Nanga qui fait la loi avec ses amis rwandais. Par quel moyen la RDC a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que, parce que les taxes, les impôts, tout ce qui se passe là, ce sont les rebelles qui ont pris contrôle. L'administration est gérée par le M23 FC et le Rwanda. Comment est-ce que le gouvernement qui n'a pas la même mise sur ça, d'abord le gouvernement a même des problèmes sérieux pour payer les enseignants, pour payer les fonctionnaires? Comment est-ce que même en ayant cette volonté d'assister ou d'alléger quand même la tâche aux entreprises congolaises qui sont là, ça va se passer comment? Par quelle magie? C'est la plus grande question. C'est difficile d'arriver là-bas. C'est difficile d'abord
que les membres du gouvernement congolais même si l'État a accepté de les alléger, ne fonctionnent pas, même s'il a accepté si les banques fonctionnent, donc ils n'ont même pas le moyen. Ces entreprises payent aujourd'hui leurs taxes. Est-ce qu'ils payent directement à l'État congolais ou c'est Nangaye? Non, c'est l'administration rebelle. Comment alors les alléger, comme l'a dit l'administration rebelle s'occupe de tout. L'administration rebelle s'occupe de tout. Vous connaissez, les rebelles ont nommé même leur gouverneur. Nécessairement, ils ont tout arrangé pour que tout ce qui se passe là-bas leur revienne. Donc, c'est vraiment compliqué que aujourd'hui le gouvernement congolais se tape la poitrine de dire non, nous acceptons, nous allons vous aider, nous allons alléger les taxes, c'est pas les impôts. Vous allégez quelque chose dont vous n'avez même pas, vous n'y arrivez pas. Dans le futur, peut-être. Non, mais non, on n'est pas encore arrivé dans le futur parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la situation sera décomptée. C'est un peu compliqué. Vraiment, c'est un peu compliqué, comme l'a dit Émile Kassanga. L'OPP, on va prendre le deuxième sujet. On va parler de ces principaux engagements issus de la déclaration de principe signée à Washington le 25 avril entre la RDC et le Rwanda. C'est le point 3 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vais vous lire le résumé en tout cas de ces principaux engagements. On dit sur l'engagement, on dit la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et des frontières établies, résolution de différends par les moyens pacifiques et diplomatiques, engagement à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de l'autre État. Le point 2, on dit reconnaissance des préoccupations sécuritaires légitimes de part et d'autre, refus de tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques, étude d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire contre le groupe armé. Le troisième point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, on dit mise en place progressive d'un cadre d'intégration économique et régionale, partenariat transparent sur les ressources naturelles, coopération en matière d'hydroélectricité, de gestion de parcs et de chaînes minières responsables. Le point 4, engagement à faciliter le retour volontaire sûr et digne de déplacés internes et de réfugiés, coordination avec les agences de l'ONU et des organisations humanitaires, soutien à la MONUSCO conformément à son mandat, facilitation du mécanisme de vérification et si nécessaire. Émile Kassanga l'OPP, c'est le point 3 qui nous intéresse, le point 3 qui fait débat ces derniers jours. On parle de mise en place progressive d'un cadre d'intégration économique et régionale, partenariat transparent sur les ressources naturelles, coopération en matière d'hydroélectricité, de gestion de parcs et de la chaîne minière responsable. On veut la paix, mais la paix à n'importe quel prix. En fait, c'est dégoûtant parce que nous avons vu la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Kai Kwamba Wagner, qui se tape quand même la poitrine d'avoir fait signer quand même au Rwanda cet accord de principe. Mais malheureusement, je ne sais pas si elle le fait intentionnellement ou sans le savoir, parce qu'en signant cet accord de principe, on est en train de sacrifier les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Non, on veut la paix, hein, Émile Kassanga. Non, pas la paix en perdant ce que vous avez. Vous ne pouvez pas comme accepter de négocier avec votre voisin, votre voisine, tout en sacrifiant tous vos revenus. Alors qu'il est volé hier, aujourd'hui on lui demande de le faire de manière officielle, c'est-à-dire qu'on s'entende. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne vous arrange pas la République démocratique du Congo n'est plus maître de ses ressources naturelles. C'est possible qu'il y ait... La RDC peut chercher un partenariat, je ne sais pas avec quel État ou quelles entreprises. Il faut que le Rwanda donne son aval. C'est-à-dire, si la RDC refuse, si le Rwanda refuse, si, à la lettre, si nous pouvons quand même nous tenir à la lettre de ce qui est signé ici, ça dit que ça ne peut pas passer. Donc nous ne sommes plus maîtres de notre destin concernant les ressources naturelles
de notre pays. Moi, je pense que la RDC a tapé justement à côté. Ces négociations sont vraiment arrivées en défaveur du peuple congolais. Et Mika Sanga, puisqu'on dit, ce sont les grandes lignes qui vont être signées, qui sera développées justement dans l'accord. Vous pensez que le gouvernement doit encore bien réfléchir avant de signer cet accord qui... Si déjà le prémisse sont fausses, vous connaissez la suite. Est-ce que le gouvernement, en signant ceci, n'avait pas bien lu ou n'avait pas compris? Le gouvernement pense qu'en sacrifiant les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, on peut avoir la paix. Mais non, ce n'est que le commencement. C'est encore le commencement de la douleur. Parce que tous ceux qui vont se sentir lésés par cet accord, ils diront non, nous on n'a pas signé cet accord. Si demain quelqu'un d'autre venait, même si il y a la continuité dans la gestion des affaires de l'État, on dira non, nous on ne reconnaît pas ceci. Tous ceux qui vont se sentir lésés par ces accords pourront faire la même chose que Nanga aujourd'hui. Donc vous estimez que demain, peut-être que la guerre va continuer? Non, mais ça, pas en faveur, mais ça ne favorise pas les intérêts congolais. Tony Antoine Dibendila, Émile Kassanga dit qu'avec cette déclaration de principe, déjà, on est mal parti. Je commence par saluer l'intelligence et la volonté du président Tshisekedi et la cohérence de sa démarche. Je rappelle qu'en 2019, à son arrivée à la tête de notre pays, il s'est montré très ouvert à l'égard de nos voisins, de nos 9 voisins en tout. Je me souviens qu'il a effectué plusieurs voyages, et particulièrement avec le Rwanda, le président Tshisekedi, dans sa démarche, il s'était montré assez proche du Rwanda. Il y avait des accords sur la table signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu même un Rwanda qui a repris ses vols Kinshasa-Kigali. Il était même prévu en 2019 que le Rwanda érige toute une cité en République démocratique du Congo aux environs de Goma, qui devait accueillir jusqu'à 400 familles. Je crois qu'on se souvient, et ça a créé même des polémiques. Et je crois qu'à l'époque, le chef de l'État congolais était clair sur la question. Il fallait s'ouvrir avec les autres. Nous avons des minerais, oui. Nous avons nos ressources minières. Mais est-ce qu'on peut... J'arrive. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, main sur le cœur, que la République démocratique du Congo est maître de ses ressources minières dans la partie Est? Nous savons tous que c'est non. Nous ne sommes pas maîtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez vraiment que c'est une question de minerais? Et c'est la question des minerais qui pousse le Rwanda à nous faire la guerre ou à financer les M23 FC? Eh bien, ça fait longtemps que le Rwanda pille nos ressources. Tous les rapports des experts des Nations Unies, des organisations indépendantes, sont clairs là-dessus. Il y a l'ombre d'aucun doute. Le Rwanda pille nos ressources. Il pille l'or. Il pille les minerais 3T. Il faut officialiser cela. J'ai dit, les rapports existent. Justement, et selon les experts, ces pillages-là arrivent à combler pratiquement la moitié du budget du Rwanda. Il fallait éviter que les sangs continuent à couler. Il fallait éviter que les choses se fassent dans l'opacité, dans la criminalité, dans le banditisme, comme le Rwanda le faisait. Il faut donc officialiser. Non, j'arrive. Allez-y. Je suis en 2019. Il fallait agir en termes de partenariat et que toutes les parties en bénéficient dans la paix et que cela crée le développement de la région. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et dire que nous voulons le développement de la RDC et au détriment des autres. C'est justement ce que le Rwanda veut. Ce n'est pas seulement les minerais et tout. Le Rwanda cherche les chaos. Le Rwanda, c'est l'instabilité à la fois politique et sécuritaire
du Congo qui l'arrange. C'est cela le vrai problème. Et la déclaration de principe qui vient de poser les fondements de l'accord qui arrive a été imposée par les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas par la volonté du Rwanda. Le Rwanda ne voudrait jamais qu'il y ait... Est-ce que nous sommes obligés d'accepter? Puisque cela, c'est une proposition de... Je vous dis que cela a été imposé. Et la République démocratique du Congo est bénéficiaire, le plus grand bénéficiaire de cet accord. Parce que d'abord, premièrement, cela pose les fondements d'une paix durable. Le Congo est victime d'une instabilité de plus de 30 ans, de près de 30 ans aujourd'hui. C'est depuis 1996 que la partie est du Congo, qui fait à l'époque une sorte d'havre de paix, et qui est devenue quasiment un enfer. C'est quasiment un des endroits les plus dangereux au monde. Cette partie est, le Massissi, Rutshuru, ainsi de suite. Et on parle des mines de Rubaya, qui sont bénéficiaires des retombées des mines de Rubaya, si ce ne sont les Rwandais. Aujourd'hui, la démarche à laquelle la RDC s'est engagée, ça s'appelle les retours de la stabilité à la fois politique et sécuritaire au Congo. Et c'est ça que nous cherchons. Nous cherchons d'abord la stabilité. Et je vais vous faire une révélation. Vous savez pourquoi les Rwandais fait de son mieux pour qu'il n'y ait jamais de stabilité politique au Congo? Parce qu'il craint une chose. Et cela, je vous dis que c'est inévitable. Il craint les retours de la stabilité, à la fois politique et sécuritaire, parce que cette stabilité est la condition sine qua non pour les retours ou qui permettra l'essor de pouvoirs forts, capables de contrôler efficacement l'ensemble des territoires congolais. Parce qu'un pays qui a une stabilité politique, dans le long terme, un pays comme le Congo, avec une stabilité politique avérée et dans le long terme, l'essor de pouvoir politique fort sera inévitable. Et donc, je voudrais vous dire ceci. Allons dans les fonds du point que vous avez évoqué. Le point quoi? C'est-à-dire que la transparence dans les partenariats liés aux ressources minières. Mais aujourd'hui, le Rwanda a une raffinerie d'or. Mais tous les rapports le prouvent. L'or raffiné au Rwanda vient du Congo. Et ça, dans l'opacité, cet or est injecté dans les circuits internationaux. Il y a aujourd'hui notre rapport, j'ai oublié notre rapport d'une institution internationale sérieuse qui pointe les doigts à une entreprise luxembourgeoise qui achète même ces minerais. Et ce n'est pas que cette entreprise-là, elles sont nombreuses, certaines multinationales qui achètent. Moi, je dis ceci. Je crois avec l'accord. D'abord, les principes aujourd'hui posés par la déclaration. Ceux-là qui achètent au Rwanda vont aujourd'hui venir directement en République démocratique du Congo où ça va continuer. Mais je vous dis ceci. Entre le Rwanda et la RDC. Mais quand on parle de la transparence en termes des chaînes de valeur des ressources minières, quand on parle de la transparence, c'est-à-dire on veut imposer de la transparence. Vous pensez que le Rwanda sera sincère envers la RDC? Ce n'est même pas une question de sincérité. Il y aura des contraintes. Les contraintes sur le terrain qui vont obliger tout le monde à respecter ces processus de transparence. Il n'y aura pas de question des bontés des cœurs, question des bonnes volontés. Les Rwandais ne peuvent pas avoir de la bonne volonté. Ce sont des naïfs, personne n'est naïf. Mais le fondement posé par cette déclaration de principe, les fondements posés par cette déclaration de principe nous poussent à dire que l'accord en gestation, parce qu'il y aura un accord qui sera signé entre la RDC et le Rwanda, et nous pensons que cet accord, s'il reprend l'esprit de cette déclaration de principe, eh bien, le Congo pourra pour une première fois, depuis 30 ans, espérer avoir une véritable paix. Pas les paix là, une paix qui, c'est-à-dire une paix de mascarade. Non, pas, c'est-à-dire une stabilité quasiment pour faire plaisir aux belligérants,
ou pour faire, c'est pas moi, les genres de paix que nous avons réussi ces dernières années, surtout sous Joseph Kabila. Donc, je dis ceci, cette déclaration de principe. Si l'accord qui viendra et qui sera signé par la RDC et le Rwanda respecte l'esprit de cette déclaration des principes, je vous assure que nous serons à l'aube du retour d'une stabilité longtemps recherchée. Avant de vous donner la parole, Émile Kasanga-Lopepe, une question depuis ça, Tony Antoine Dibendila, pensez-vous, après avoir signé cet accord, nous serons obligés de commencer sur de nouvelles bases? Quand sera-t-il de la mémoire des millions de victimes congolais péris dans cette histoire? Mais vous savez qu'il existe aujourd'hui, il y a Siavar, il y a également Fonarev. Ce sont des structures créées justement pour amorcer, enfin pour soutenir les processus de la justice transitionnelle. J'espère que vous avez appris que les Congo mènent déjà des pourparlers avec les Nations Unies, ainsi de suite, pour instaurer cette histoire de justice transitionnelle, justement, qui va... Parce qu'au Congo, aujourd'hui, on a Génocauste. On célèbre nos morts, ceux qui sont morts pour dans le cadre du génocide lié aux gains économiques, le pillage dans l'est de notre pays. Nous allons penser à nos morts. Il y a déjà des cadres, il y a déjà des bases qui sont jetées. Il y a également Fonarev, ces fonds-là qui servent à financer les victimes. Et donc, voilà, il y a déjà des bases. Il y a Fonarev, je l'ai dit, il y a Siavar, et également, il y a un processus qui va directement nous amener vers la justice transitionnelle, parce que, il faut oublier, on ne peut pas mettre fin à une tragédie comme celle que les Congos ont connue ces 30 dernières années, sans penser à porter la vérité, à dire la vérité, à indexer ceux qui sont les auteurs de ces massacres. Donc la justice doit faire son travail, la justice doit passer. Émile Kasanga-Lopepe, avant d'ajouter ce que vous voulez ajouter là, la même question vous est également posée. Quand sera-t-il de la mémoire des millions de Congolais qui ont péri dans cette histoire? Moi, je pense que c'est par là que je vais chuter. Je commence par ce que Tony... Quand Tony a pris la parole, il a commencé d'abord par vanter l'intelligence du président Tshisekedi depuis sa prise de pouvoir. Sa volonté, sa cohérence, la cohérence de sa démarche. Et tout ça, je pensais comme si Tony allait quand même enfanter quelque chose de spécial par rapport à cette sagesse et à la volonté politique du chef de l'État. Malheureusement, il a chuté, pas me rejoindre en d'autres mots. Vous pensez, pour comprendre quand même bien cet accord de principe, il fallait commencer par le premier. Parce qu'en signant, c'est au Rwanda de signer cet acte de principe, parce que nous, depuis que nous avons commencé, depuis que vous avez grandi jusqu'à aujourd'hui, depuis que Tony est Tony, il n'a jamais vu la RDC agresser le Rwanda. Jamais on a décrié une fois, une année, non, voilà. Il y a des militaires congolais qui ont attaqué le Rwanda, en train de chercher les rebelles du 1-23, en train de chercher Punda, en train de chercher des réponses d'ici, moi, comme le Rwanda le fait souvent. Vous le savez. Quand nous parlons de plus de 3 décennies que le Rwanda nous attaque, sous prétexte qu'il y a de FDLR, aujourd'hui que le Rwanda qui occupe une partie de l'Est de la RDC, est-ce que vous avez vu ce FDLR présent? Non. C'est le Rwanda qui devait d'abord signer cet acte en disant non, je ne peux plus attaquer la République démocratique du Congo. Mais la RDC signe, on dit, reconnaissance mutuelle de la souveraineté et des frontières établies. Depuis quand la RDC a attaqué le Rwanda? Ça n'a jamais existé. Donc c'est un faux fouillard, donc c'est un document, quand vous le regardez avec des lunettes politiques ou scientifiques, vous allez vous rendre compte que non, c'est comme si on avait signé dans un état d'ébriété. Non, c'est quelque chose auquel on ne pouvait même pas accepter. Mais au nom de la paix, Émile Kasanga, la RDC est devenue un état. Tony l'a soulevé. Le Rwanda prenait nos minerais de manière clandestine
clandestine et que maintenant il fallait officialiser les choses pour que tout bénéficie des deux pays. Maintenant, c'est ce que nous disions. C'est-à-dire qu'on a, on a officialisé. On a officialisé le Rwanda pour quand même savoir apprendre à ciel ouvert. Maintenant, on ne va plus crier. On ne va plus décrier. Oh non, le Rwanda a pris ceci. S'il faut quand même tenir ses propos au nom de la transparence, s'il faut parler de la transparence. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a un moment, le Rwanda, la RDC et le Rwanda avaient signé un accord sur la raffinerie de l'or. Mais malgré tout ça, là, la volonté qu'il a vanté les chefs de l'État, malgré cette volonté-là, où en sommes-nous? Il y a combien de Congolais sont morts après la signature de ces accords sur la raffinerie de l'or? Combien de Congolais sont partis? Mais cette fois-ci, avec les États-Unis d'Amérique au milieu, le Rwanda n'a jamais respecté un seul principe. Le Rwanda, Kagame n'écoute personne. Madame. Donc vous pensez que même cette fois-ci, il n'écoutera pas. Moi, je me rappelle encore d'une dernière émission qu'on avait eue avec Tony, mais il est décrié tout haut que les États-Unis étaient derrière le Rwanda. Les États-Unis étaient derrière le Rwanda pour agresser la RDC. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Américains-là qui vous sortent encore le Rwanda. On vous dit, signez avec le Rwanda l'acte de paix. Le principe de paix pour ne pas que l'un n'attaque pas l'autre. Non, franchement, on vit dans quel monde? On vit dans quelle planète? C'était au Rwanda plutôt de signer et de prendre cet engagement. C'est-à-dire qu'on n'attaquerait plus jamais agresser la République démocratique du Congo. RCD, ça vient par le Rwanda. Donc RCD, Rwanda, M23, Rwanda, CNDP, Rwanda. Vous parlez de Bertrand Bisimon. Ce sont les foyers de Rwandais. Vous parlez de RCD avec les Azariens, c'est les consorts qui sont devenus des ministres de la justice ici, les donneurs de leçons. Ils sont venus d'où? Ils sont venus du Rwanda. L'AFDEL est venu d'où? L'AFDEL est venu du Rwanda. Donc, le Rwanda n'écoute personne. Est-ce que depuis tous ces temps-là, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on n'a jamais eu des accords avec le Rwanda pour respecter l'intégrité territoriale de la RDC? Ça existe, des compromis avec Kabila. C'était pareil jusqu'à aujourd'hui. Le Rwanda que vous voyez là ne respecte personne. Pour que le Rwanda vous respecte, vous devez être fort. Vous devez être fort, vous devez d'abord vous-même être soudé. Il faut savoir se respecter. On ne peut pas aller, non, on parle de la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est la causerie, les amants solos, comme on le fait là, comme on le fait chez nous en Afrique, et sous l'arbre, Boufandi, Bozo Betama, Bozo Solano, Boto Sana, Bobo se respecter, Yoko Betama, Mouningate, Azan de Kunda. Sur le plan de faisabilité, ça pose problème. Le Rwanda n'écoute que la voix de la force. Si nous sommes forts militairement, nous sommes forts militairement, le Rwanda ne pouvait pas nous attaquer comme il le fait aujourd'hui. Il n'aime pas tous ces principes. Oui, du temps où Zaïre était fort, est-ce que ce Rwanda pouvait se tenir pour faire ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne crois pas. Donc pour revenir à ce que vous... À cette question, qu'en est-il de mémoire de plusieurs milliers de victimes qui sont parties? Non mais, vous pensez à quoi? Mais ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. C'est-à-dire, ils sont sacrifiés au profit des intérêts des Nanga, de ceux qui sont partis là. C'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que non, aujourd'hui, même si on le payait, on payait à leur famille $1 million, ces gens vont revivre? Non, ça ne va pas effacer. Les mamans qui sont violées là tous les jours, les femmes, les enfants qui sont recrutés, et les enfants qui sont recrutés pour attaquer leur propre famille, leur propre frère. Vous pensez, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien du tout. Et rien ne va changer, il n'y a rien qui peut effacer, qui peut donner comme de la valeur. La seule manière d'honorer ces mamans et ces papas qui sont morts, hein, c'est de revenir avec force, de chasser le Rwanda, de chasser les rebelles une fois pour toutes, mais pas faire des aventures comme on le fait là. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sont là les grandes lignes qui doivent faire partir justement de l'accord en gestation. Et peut-être que l'État congolais peut ouvrir un bon œil pour bien négocier cela. On va changer je voudrais rapidement recadrer quelques éléments. Je voudrais recadrer trois éléments en quelques mots. Je crois que être belliqueux ou va-t-en guerre n'a pas toujours été une bonne solution.
Je reviens ici pour souligner un fait. On dit que sous Mobutu, les Rwandais n'allaient pas faire ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je rappelle que je finisse. J'ai cru entendre ici que sous Mobutu, les Rwandais n'allaient pas faire ce que les Rwandais fait aujourd'hui. Mais je rappelle que les Rwandais, c'est les Rwandais qui a fait partir, qui a en 96, les Rwandais est venu au Congo, ses troupes, et elles ont marché jusqu'à Kinshasa, et Mobutu avait pris fuite. Je crois que c'est une histoire récente qu'il faut enseigner aux... Ça vous parle de l'affaire? J'arrive. Je crois que c'est un fait. J'ai cru entendre ici que sous Mobutu, les Rwandais n'allaient pas faire ce qu'il est en train de faire. Mais là, c'est je rappelle les faits. Laurent Désiré Kabila a été porté à Kinshasa par les Rwandais. C'est un fait. On ne faut pas remettre en cause un fait. C'est un fait. C'était sous Mobutu. C'était pas sous Laurent Désiré Kabila ou c'était sous Mobutu. Donc, je voudrais dire ceci. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, parfois on doit avoir, c'est-à-dire, un peu de respect. Vous pensez qu'avec les États-Unis, nous connaissons, va respecter ce qu'il est en train de signer, ce qu'il va signer. Écoutez. Allez-y. L'histoire récente renseigne beaucoup de choses. Nous savons qui était derrière les Rwandais qui a chassé Mobutu, les Rwandais et l'Ouganda. Nous savons qui était derrière. Et nous savons aujourd'hui qui était derrière les Rwandais, qui ont financé les Rwandais pendant toutes ces années. Nous savons qui était derrière. Et nous savons aujourd'hui qui pilote l'accord à Washington. Nous savons aujourd'hui que les Rwandais n'étaient pas partants pour n'importe quel accord. Ils étaient en Angola, ils ont refusé de faire quoi que ce soit. Et nous savons qu'aujourd'hui, les Rwandais ira signer à Washington un accord avec les Congo. Donc, ça dit qu'il faut avoir... Malheureusement, ce ne sera pas le même régime qui seront signés aux États-Unis. Le problème, j'insiste, et j'insiste, les problèmes du Rwanda, ce ne sont pas que les minerais congolais. Ils pillent les minerais congolais. Le problème du Rwanda, c'est la stabilité politique et sécuritaire au Congo. C'est ça le problème du Rwanda. C'est ce que le Rwanda et Paul Kagame évitent. C'est la stabilité politique et sécuritaire au Congo. Car avec une stabilité politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, il y aura forcément l'essor d'un pouvoir fort, capable de sécuriser l'ensemble des territoires congolais. C'est cela le problème. Parce qu'on a prouvé, noir sur blanc, tous les experts ont prouvé, les organisations internationales, les experts des Nations Unies ont prouvé que le Rwanda pille nos minerais. Dans l'opacité totale, les personnes ne pouvaient dire mot. C'est le président Tshisekedi qui a tenté quelque chose sous Joseph Kabila. Nous avons vu ce qui s'est passé. On va changer de chapitre. Il a tenté quelque chose. Il y a eu ce qu'on appelle l'état d'urgence, ainsi de suite, qui a étouffé certaines manœuvres rwandaises. C'est pourquoi ils ont lancé la guerre contre le Congo. Nous savons ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a un accord. Et je vous dis que si cet accord est signé, tout en respectant la déclaration de principe. Mais il faut savoir que les États-Unis n'ont jamais ramené la paix. La déclaration de monde. Écoutez, on parle de la guerre. On parle de la guerre. La Russie se bat aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un accord en gestation entre la Russie et l'Ukraine. La guerre n'est pas faite qu'à travers des accords. Les gens doivent se mettre autour d'une table. Est-ce que c'est un État où les États-Unis ont ramené la paix? Donc voilà. On va changer de chapitre. C'est un État où les États-Unis ont ramené la paix. Avant de parler de Joseph Kabila, on va prendre le dossier Kangalendo où dans plusieurs parties au monde. 20 ans de travaux forcés requis contre Matata et ses co-prévenus. Comme nous avons suivi les dossiers, vous savez, ça fait également débat avec la demande du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a demandé à ce qu'on respecte la procédure. D'après lui, il fallait que la Cour redemande la levée des immunités de Matata Ponyo. Tony Antoine Dibendila, vous aviez la parole. La démarche de M. Kamerhe, c'est quand même légitime. Je crois que ce débat, en tant que président de cette institution, doit également protéger celui qui est sous sa supervision. Je crois que ce débat purement technique,
ce débat purement technique a été largement abordé par les techniciens du droit. Et c'est sur eux que je vais m'y rabattre. On évoque la question de la levée de l'immunité, des immunités parlementaires des Matata, du député national Matata Ponyo. Nous avons tous vu, nous avons lu la lettre du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a écrit au président de la Cour constitutionnelle, qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour justement insister sur cette question des immunités. Je crois que c'est purement politicien. Ces débats ou carrément purement politicienne la démarche de Vital Kamerhe. Ça dit, il nous donne l'impression c'est un professeur, hein, je rappelle que Vital Kamerhe c'est un professeur. Il est économiste. Ça c'est un débat, je viens de dire ici, que les techniciens du droit ont abordé cette question. Et moi je vais m'y rabattre sur allez-y, qu'est-ce qu'ils ont dit ces techniciens du droit là? Nous savons que la Cour constitutionnelle avait saisi les bureaux du Sénat. La législature sous Samalou Kondé. Matata Ponyo était sénateur. C'était au moment où il fallait ouvrir les procès liés à l'affaire Boukangalonzo. Nous savons tous ces détournements qui ont eu lieu dans le cadre de ces projets du parc agro-industriel. Et justement, le Sénat avait levé les immunités. Il fallait ouvrir les procès. Matata Ponyo était sénateur à l'époque. Il était poursuivi pour une question qui remonte à l'époque où il était Premier ministre. Et après, il y a eu des passes. Il y a eu la Cour constitutionnelle avec Kalouba Diboua qui s'est désengagé. Et l'affaire est allée après la Cour de cassation. La cassation s'est désengagée. L'affaire est revenue à la Cour constitutionnelle. C'était un jeu malsain pour l'opinion publique parce que nous avons eu l'impression qu'il y avait dans ces pays des citoyens qui ne pouvaient pas être jugés. Alors que nous savons tous qu'il existe un principe dans notre arsenal juridique qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais comment nos juridictions peuvent nous jouer ces tours-là? À la fois, nous savons que notre justice dit que nul n'est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que tout le monde peut être jugé. Au même moment, on vient nous faire croire qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être jugé. C'est contradictoire. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, enfin, les immunités de Matata Ponyo ont été levées. Nous avons, d'une part, le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif. Matata Ponyo, faisant partie du pouvoir législatif, en tant que parlementaire, ces immunités ont été levées. Au moment où il fallait lancer les procès. On parle d'un procès qui a déjà été lancé. Un procès en cours. Ce n'est pas un procès qu'on veut ouvrir comme c'était le cas. Nous avons vu il n'y a pas longtemps la même Cour constitutionnelle. Nous parlons également de deux législatures différentes. Hein? Non, non, c'est toujours le Parlement. Le Parlement ne disparaît pas. Il a été sénateur, il est toujours parlementaire. Nous n'avons pas de chambres, nous n'avons pas de parlement, nous n'avons qu'un seul parlement avec des chambres. Nous n'avons qu'un seul, la Constitution est claire, il n'y a qu'un seul parlement. Nous avons un seul gouvernement, nous avons un seul parlement. C'est pourquoi et les sénateurs et les députés nationaux sont des parlementaires. C'est pourquoi d'ailleurs on dit les immunités parlementaires. Il est parlementaire, ses immunités ont été retirées lorsqu'il était sénateur. Et sénateur et député national sont des parlementaires. On a levé ses immunités lorsqu'il fallait lancer. La même Cour constitutionnelle avait saisi, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale, concernant les dossiers, en fait, si les dossiers liés aux affaires forage et lampadaires, et nous avons vu la Cour constitutionnelle saisir l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du député national Nicolas Kazadi. Parce qu'il fallait ouvrir le procès. Et donc si aujourd'hui Nicolas Kazadi n'est plus député national, devient sénateur, on doit aller redemander. Alors que procès est en cours. Ce n'est pas ce que je pense. J'ai suivi les techniciens du droit. Ils ont estimé que les immunités ont déjà été la démarche du président
de l'Assemblée nationale est purement politique et ça n'a rien à voir avec la loi. La démarche du président de l'Assemblée nationale est j'ai conclu. N'a rien à voir avec le droit. Ça n'a rien à voir, c'est purement politique. J'ai conclu parce que, bon, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on accuse de quelque chose. Il est devant la justice. Il est déjà poursuivi. L'affaire est en train d'évoluer. Mais on ne peut pas rentrer à l'Assemblée nationale pour exiger quoi que l'immunité. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle était rentrée vers le Sénat pour dire voilà, nous avons clôturé l'affaire, on remet les immunités parce qu'on procède comme ça. Milka Sangalo-Pepe, pensez-vous également que la démarche du président de l'Assemblée nationale était purement politique, qui n'avait rien à voir avec le droit? Vous savez, en République démocratique du Congo, on aura tout vu. C'est le seul pays où ceux qui connaissent les droits interprètent les articles pendant des circonstances. Quand il se sent en sécurité, il interprète l'article en sa faveur. Quand il se sent de l'autre côté, il explique ou il interprète les notions de droit comme il le veut. Par là, vous voulez dire quoi? Voilà, parce que c'est un peu compliqué. Moi aussi, comme Tony, j'ai suivi les hommes de droit. La dernière personne que j'ai suivie, c'est le maître Katende. Que je salue d'ailleurs. Voilà, le maître Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende. Qui, je le cite, parce que j'ai quand même avec moi là, sa vidéo, il a dit les immunités de Matata Ponyo doivent être levées. À ce temps-là, Matata Ponyo était sénateur. Aujourd'hui, Matata Ponyo est député. Et à ce moment-là, il s'est posé le problème des juridictions, la compétence des juridictions. Qui devait juger Matata Ponyo? Est-ce que c'était cette cour ou cette cour? Le problème s'est posé à ce niveau-là. Dès lors que l'autre cour, j'ai même oublié les noms des cours là, excusez-moi, la cour constitutionnelle et puis la cour de cassation. Il fallait que ceci, l'autre dit non, je suis incompétent de les juger, l'autre dit ceci, et jusqu'à ce que le mandat... Les deux cours d'ailleurs, c'est basé également sur le texte. Sur le texte. Mais s'il faut suivre quand même Vital Kamerhe, mais c'est normal ce que dit la Constitution. Dans son article, je crois, l'article 107, ça dit aucun parlementaire, qu'il soit député national ou sénateur, ne peut être arrêté sans que ses immunités ne soient levées. Matata Ponyo, c'est un député national. Mais où est le problème? Est-ce que c'est mauvais si Kamuleta écrive quand même à l'Assemblée nationale comme institution pour demander? Parce que le problème de Kamerhe, on ne doit pas bafouer quand même l'institution Assemblée nationale comme ça. Comme si elle n'existait pas. Est-ce que, où est le mal si cette cour-là écrivait officiellement, demandait officiellement la levée des immunités parlementaires? Chose qui ne sera peut-être pas refusée par l'Assemblée. Je dis où est le mal? Moi d'abord, attendez que je termine ce que je dis. Où est le mal? Parce qu'aujourd'hui... Ces immunités ont déjà été on ne dit pas, même le président de la Cour ne dit pas que les immunités de Matata Ponyo ont été levées. Mais il dit la justice est au-dessus de tout. Bien entendu. Ça, c'est ce que j'ai retenu de lui. Bien entendu. La justice est au-dessus de tout. Bien entendu. On ne refuse pas cela. Mais vous savez quoi? Ces gens-là sont... Il a même dit que M. Kamerhe ne devait pas leur montrer leur travail. Oui, il a même parlé on ne peut pas parler des choses de droit à un économiste et des trucs machin. C'est un peu compliqué. Vous savez, ces gens-là, je sais ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Ces gens sont en train de nous embrayer. Après avoir suivi quand même ces hommes de droit, c'est à chaque dossier. C'est-à-dire, si tu as un problème, par exemple, de Boukangalonzo, comme il a un problème de Boukangalonzo, et qu'il a un autre problème des aérienisations, un exemple. Mais, d'après les hommes de droit, le fait c'est, à chaque dossier, on doit demander à lever des immunités. Parce que ce n'est pas parce qu'il a tué quelqu'un là, on lève les immunités pour toute la vie. Lui, tous les dossiers qu'il aura, on avait déjà levé les immunités depuis longtemps et c'est fini. Non, d'après, parce qu'ils se contredisent entre eux. C'est pourquoi j'ai dit, les hommes de droit congolais interprètent leurs articles selon qu'ils se sentent forts ou faibles devant les cas. Donc aujourd'hui, je disais que ces hommes sont en train de nous embrayer. Et Kamerhe, et Kamuleta, et ces gens nous embrayent. Ils savent pourquoi ils sont très... Pourquoi on en fait maintenant une scène, une scène de... qui écrit l'autre. Et maintenant, les réseaux sociaux en profitent.
Et tout le monde commence à voir, voilà, ça ne va pas. Tout cela, c'est quoi? C'est le problème de l'union sacrée. Mais est-ce qu'il avait raison quand même de refuser de répondre, de continuer, de poursuivre justement ce dossier au niveau de la Cour? Je dis, hein, tous ces spectacles que vous êtes en train de faire là, de manifester, ça marque comment est-ce que l'État congolais est en train d'être conduit, est en train d'être dirigé. Ça montre comment est-ce que l'État congolais est en train de traiter les choses de la République avec la légèreté. À part cela, il y a également une requête qui a été déposée au Sénat pour lever les immunités, cette fois-ci de l'ex-président Kabila, afin que celui-ci réponde devant la justice militaire. Les faits lui reprochés sont postérieurs à son mandat, vous le savez. On lui demande de venir affronter justement la justice congolaise. Pensez-vous que ce dernier viendra? Ça ne dépend pas de lui, de sa volonté. C'est une demande légale, c'est une demande de la justice qu'on doit quand même respecter. Joseph Kabila doit répondre de ses actes quand même. Quand on lui reproche de la haute trahison, si il se sent capable de prouver son innocence, c'est normal. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est commencer déjà à les condamner sans l'avoir écouté, sans avoir entendu ses avis, parce que tout le monde a quand même droit de se défendre. On dit quoi? La présomption d'innocence qui est quand même garantie par tout le monde. Aujourd'hui, Joseph Kabila, si effectivement il est reproché d'avoir trahi l'État congolais, d'avoir collaboré avec le M23 et les rebelles de l'AFC, c'est normal qu'il réponde de ses actes. C'est normal. On ne va pas dire non, on a politisé les dossiers comme on aime le dire. Comme ils disent que c'est de l'acharnement. Si les faits sont réels, il doit répondre de ses actes. La justice, elle doit faire son travail, même si il y a à boire et à manger dans la justice congolaise. Les dossiers dans la justice congolaise, c'est catastrophique. Cette justice n'a jamais satisfait un seul Congolais de ses arrêts. Je ne sais pas si aujourd'hui, parmi les dossiers phares que nous avons vus traités dans les hautes juridictions de la République démocratique du Congo, s'il y a 2 Congolais, à part peut-être Tony, qui est satisfait de cela. Mais il y a quand même de l'avancement par rapport à la justice d'hier et aujourd'hui, il y a quand même de l'avancement. Qu'est-ce qui a changé, madame? On nous parle de détournement de deniers publics. Des millions de dollars américains. Depuis qu'on a commencé à juger les gens sont acquittés. On n'a jamais retrouvé un seul centime. C'est-à-dire, on a détourné l'argent, mais on a dit la personne est acquittée, il n'a jamais touché à l'argent. Mais les maisons préfabriquées n'ont jamais été retrouvées. On n'a jamais vu une seule maison. Et vous pensez que c'est normal? Tony Antoine Dibendila, la patrimoine de Joseph Kabila est également visée. Sa famille politique parle justement de l'acharnement. Aujourd'hui, il y a une requête déposée pour obtenir justement la levée de ces immunités. Ne pensez-vous pas que là, l'État congolais est en train de piétiner sur ce statut particulier de sénateur à vie? Je commence d'abord par insister sur le fait que la situation comment est-ce qu'on dit, le procès Matata, la situation de Matata Pognon est si claire, tellement claire. Vous revenez encore sur ces dossiers? Oui, j'insiste, tellement claire que je ne vois pas pourquoi la Cour est obligée d'aller redemander les immunités. Sinon, ça sera à chaque fois qu'on les convoque, il faut qu'il y ait immunité. À chaque fois qu'on les convoque, c'est-à-dire là, on cherche la vérité où on veut carrément jouer au dilatoire, justement pour sécuriser les amis politiques, ainsi de suite. Le président de l'Assemblée nationale, économiste de son État, devait laisser les experts, les techniciens du droit faire tranquillement leur travail. Si Matata Pognon a raison, il ne sera pas arrêté. Mais il s'est toujours battu pour qu'il n'y ait jamais de débat de fond sur ces dossiers-là. Il faut aller au fond. Il s'est
toujours débattu pour qu'il n'y ait jamais de débat de fond autour des détails. Et là, on parle de 34 millions qui ont été acceptés. Et puis, les Congolais, ça dit, on a un sérieux problème. On a un problème d'euphémisme. Oui, je réponds. Lorsqu'il s'agit des gens que nous apprécions, des acteurs politiques qui nous semblent être beaux, ainsi de suite, là, on dit non, alors lui, l'autre là, avait également volé. Il faut laisser comme ça. La justice congolaise ne fonctionne pas. Donc il faut, c'est pas moi, sceller les tribunaux et les cours. Comme ça, nous allons vivre dans la jungle. Ça va satisfaire tout le monde. Je crois que ça sera une solution. J'insiste pour dire que Matata Ponyo doit répondre à la cour. Si il n'a rien fait, je crois qu'il sera libéré. Mais en fait, il sera relaxé. Mais là, on sait qu'il y aura un verdict les 14 mai prochains. Et donc, on verra ce que la cour va décider. S'il voudra faire appel ou je ne sais pas moi, on verra bien ce qui va se passer. Bon, concernant l'ancien président Joseph Kabila, je crois qu'il a joué un mauvais jeu. Il s'est inutilement exposé. C'est-à-dire, vous savez, Joseph Kabila est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même des nourrissons savent, et ça saute aux yeux. Même des nourrissons. Sa collision avec les forces ennemies. Nous avons suivi ses discours. Nulle part il ne condamne le Rwanda. Joseph Kabila, moi, ce qui m'a peiné. Est-ce que le fait de ne pas condamner non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Il n'a même pas une seule fois condamné le Rwanda. D'ailleurs, il s'est étonné pourquoi le Rwanda est sanctionné. C'est-à-dire à son niveau. Un ancien président de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, le gouvernement est clair. Le gouvernement dit qu'il y a un faisceau de preuves qui prouve à suffisance qu'il est le parrain de l'alliance Fleuve Congo. Mais bon, là on garde en parenthèse. Il y a une demande de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo pour la levée de ses immunités, pour que la justice puisse ouvrir un dossier contre lui. Mais il y a également certains articles, je crois, de la loi portant ancien président de la République, qui exigerait un congrès, en fait, les deux chambres du Parlement devraient se réunir en congrès pour également poursuivre l'ancien chef de l'État. Mais je crois que si ces immunités sont retirées, et que si on garde à l'esprit du fait qu'il est ancien président de la République, et on tient vraiment, et que les preuves que détiennent les gouvernements congolais sont suffisantes pour vraiment poursuivre l'ancien président, je crois qu'à ce moment-là, on pourra, c'est acceptable que ces congrès-là, ces deux chambres se réunissent, et on va également écouter et voir les preuves, les éléments de preuves que le gouvernement aura, et on va également entendre Joseph Kabila ou ses avocats, ce qu'ils diront devant la cour pour savoir ce qui se passe réellement. Mais ce que j'ai noté, c'est le fait que, pour la première fois, Joseph Kabila signe aux côtés des opposants politique non armée. C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour la première fois qu'il a signé une déclaration commune. Vous avez ressenti quoi là? Mais bien sûr. Il veut se désengager, s'éloigner de l'opposition armée. Il veut s'éloigner de l'opposition armée. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a des éléments qui lient à l'AFC, et ce sont pas, c'est-à-dire les gouvernements réellement des éléments. Mais après, on verra ce qui va se passer. Le plus important, c'est que les principes légaux soient respectés et que la procédure portant, s'il faut poursuivre l'ancien président, la procédure soit respectée et on verra ce qui va se passer. On les laisse se défendre et on verra. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Je profite en tout cas de cette émission pour souhaiter, je ne le fais pas, je le fais quand même pour aujourd'hui, pour souhaiter heureux anniversaire, longue vie, surtout de bonnes choses. Soyez la tête et non la queue à mes jumelles qui fêtent aujourd'hui leur premier anniversaire. Je leur souhaite donc bon anniversaire à vous, Maëla et Maëlys Bokinga. Émile, ça n'est fini. Ça n'est fini. Je profite aussi de ce moment pour leur dire quand même joyeux anniversaire, que le Dieu le protège
qu'elles grandissent avec intelligence et sagesse et qu'elles deviennent braves comme leur maman. Allez, bisous mes chéris, je vous aime beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. À la prochaine.